Ok, bah bienvenue à tout le monde, à toutes et tous. Donc la présentation que vous allez avoir aujourd'hui, ce petit déjeuner. Ah bah c'est bon, ah bah parfait, parfait. Allez, comme ça tu ne rateras rien. Parfait. Donc la présentation en fait que je vais vous faire aujourd'hui, c'est pour vous expliquer en fait l'importance donc du product owner, son importance dans la vie tech. Voilà, parce que moi depuis que je travaille, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans ce milieu-là. J'ai quasiment toujours travaillé dans des milieux agiles et je me suis finalement rendu compte qu'une une part des problématiques qu'on peut rencontrer dans le développement logiciel, c'est que le product owner, même qui fait une personne qui fait bien son job techniquement, on va dire, souvent il n'y avait pas de relation proche avec ses équipes techniques, et donc ça casse un peu la fluidité. Donc c'était cette partie-là que je voulais vous présenter parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà, et que dans les différentes missions que je peux en tout cas faire au sein de Sogili chez nos clients, c'est quelque chose que je mets en avant et qu'on essaye de résoudre quand on voit qu'il y a des problèmes. Voilà. Et bien vas-y Romain, tu peux passer à la suite. Alors, il va y avoir un petit peu d'interactivité, donc ce que je vous propose c'est de scanner ce QR code. Si jamais le scan ne marche pas, vous pouvez aussi taper l'URL qui est ici. Voilà. Et donc au fur et à mesure de la presse, il y aura des petites questions qui vous seront posées, donc je vous laisserai y répondre. Ouais. Dites-moi quand c'est bon. Normalement, on va voir les compteurs s'incrémenter en bas, là-bas. Hop, 1 sur 50, 2, 3. Allez, sans réseau, ça va être compliqué. Non, non, je m'étais juste mis en mode avion pour justement pas que ça sonne. Tout le monde a pu y arriver? Ouais. Ah, Allez, go. allez, super. On passe à la suite. Donc moi, je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Jérôme Guillou. Je travaille à Sogili, ça fait une petite année maintenant. Je suis responsable d'une offre qui s'appelle Scaly. Voilà, c'est une offre d'accompagnement. On aide nos clients en fait à bien structurer leurs projets, leurs équipes, leurs produits au sens large. Voilà, on intervient sur toute la chaîne de développement logiciel, que ce soit du product management en passant par le dev jusqu'au delivery. Voilà, pour les aider soit à résoudre des problématiques de delivery, de qualité et autres, ou les aider à passer un step, notamment sur des startups ou des scale-up, pour aller plus loin avec fluidité. Voilà, et donc si vous intéresse, je vous invite à aller voir le site scaly.io qui vous explique en fait toute notre démarche et tout ce qu'on propose à nos clients en termes d'accompagnement. Et voilà, tu peux passer pour la suite. Voilà. Bah moi, je ne vous connais pas, voilà, ou très peu, par le nom, peut-être par certains. Je veux bien savoir en fait ce que vous faites. Ça m'intéresse de savoir quel type de profil aujourd'hui on a en fait dans l'audience. Donc bah, sur cette question-là, je vous laisse répondre. Vous avez dû passer sur la partie, donc je vous laisse mettre le titre de votre métier. Product owner, ok. Vous avez le droit de mentir si vous voulez. Ok, responsable support tech. Ok. Bon bah super, je ne sais pas si tout le monde a répondu cette personne, mais c'est bien, on a un panel large qui couvre différents types de métiers bah, encore une fois dans une chaîne de production logicielle. On a un peu tout, du manager, du responsable technique, du product owner, donc de la gestion produit, super, consultant UX, parfait. Le fil conducteur là, de ce que je vais vous présenter, c'est basé sur de l'expérience. Voilà, donc ce qui va suivre, c'est des choses qui sont réellement vécues, que ce soit tiré d'expériences négatives ou d'expériences positives. Voilà. Il n'y a pas de dogmatisme en fait. En tout cas, ce sont des choses qui se sont passées et qui finalement, moi et mes équipes, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui nous paraissent pertinentes à mettre en place. Donc en fait, c'est ce qu'on va vous montrer par la suite. Voilà. Vous expliquez aussi que chaque contexte client est différent et que quand on est en mission chez un client pour comprendre ce qui se passe, il y a obligatoirement une phase d'audit. On n'arrive pas avec des recettes toutes faites. Voilà. Et c'est aussi l'intitulé de cette présentation que je vais vous faire. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'adaptabilité. Ouais, donc c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Tu peux passer. Voilà. On va commencer par le job de product owner avant de rentrer dans vraiment son lien avec les équipes pour comprendre en fait quel est vraiment ce rôle quand on fait du développement logiciel. Donc, vas-y Romain, tu peux passer à la suite.
Alors, une première question, est-ce que vous pensez connaître correctement le rôle de product owner? Donc, je vous laisse répondre sur vos téléphones. Vous avez des choix de réponse. Il y a des pièges. Il n'y a pas spécialement de bonnes réponses. Ah si, il y en a quand même. Beaucoup de mauvaises. Pas copier sur les voisins. Non. Salut. Ça va? Ok, je comprends parfaitement ce rôle, très bien. Super, quelque chose qui ressort. Je connais, mais je ne comprends pas la différence avec un chef de projet. Ok. Tout le monde a répondu, ok. Bon, je vois qu'on a affaire à un public de connaisseurs pour le coup, c'est super. Ce qui va permettre de rentrer encore plus facilement dans la suite de la call. Et je n'ai pas de PO et ça marche très bien comme ça. Parfait. Il n'y a pas non plus de drag, donc parfait. J'en parlerai juste après, justement, c'est intéressant cette réponse. Voilà, mais très bien, donc je vois que vous connaissez dans la majorité. En tout cas, pour vous, le rôle a l'air est clair. Donc Romain, je te laisse passer à la suite. Alors, ce qu'il faut voir en fait, c'est que le rôle de PO, il faut voir ça. Donc cette personne, c'est un membre à part entière de l'équipe de la réalisation. Voilà. C'est pas, il y a l'équipe à côté, son product owner, dans une team agile, son Scrum Master. Toutes ces personnes-là font partie de l'équipe agile. Voilà. Donc un PO doit vraiment faire partie de l'équipe tech. J'ai mis qu'il doit vivre avec l'équipe tech et il doit clairement avoir une relation de proximité et de partage avec son équipe. Voilà. Là, représenté dans le schéma, le product owner, il fait partie de l'ensemble de l'équipe. Voilà. Et c'est pas une personne qui est à côté à part. Alors, on ne voit pas bien les icônes, donc tant pis, mais on voit le texte. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'un PO, ce n'est pas un chef de projet qui ordonne, voilà, et qui s'éclipse et ne juge que le résultat. On le rencontre beaucoup encore dans beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus un manager. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, notamment pour éviter les partis pris. Voilà. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière un peu négative dans certaines boîtes où le product owner va aussi avoir la casquette de manager. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, hein, mais souvent, c'est compliqué parce qu'il est obligatoirement un parti pris vis-à-vis de son équipe. Donc, en fait, il y a des choses qui ne peuvent pas être jugées de manière factuelle. Le manager, c'est le concept hiérarchique. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Avec résultat individuel des personnes, et ainsi de suite. Voilà. Le PO, il participe au rituel de l'équipe. J'ai mis même les revues et les rétros de sprint. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui, encore une fois, qui donne ce qu'il y a à faire, qui s'éclipse totalement. Il participe avec l'équipe, il fait partie de l'équipe, comme un coach en sport. Voilà, quand ils font des réunions, des brainstorming, il est avec son équipe, il n'est pas à côté. Il participe aux entraînements et autres, c'est la même chose. Et c'est aussi une connaissance, je l'ai mis même s'il ne les manage pas, il est censé avoir une connaissance fine des membres de son équipe. Il est censé les connaître leurs forces, leurs faiblesses, leurs points d'amélioration. C'est important qu'il les connaisse parce que c'est ce qui va permettre de fluidifier le travail au quotidien. Voilà. Je vous ai listé ici les 4 points clés en fait, d'un bon PO. Alors je pourrais en mettre d'autres, je pourrais en mettre plein. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est ce qui ressort en fait du PO qui sont hyper importantes. Un bon PO, vis-à-vis de ses équipes de développement, c'est obligatoirement quelqu'un qui doit communiquer régulièrement la vision produit. C'est lui qui l'amène, cette vision produit. Elle ne vient pas d'ailleurs, c'est lui qui la descend, c'est lui qui est censé expliquer avec son product manager le business, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait cette feature. C'est lui qui la descend pour faire comprendre à l'équipe de dev que on ne fait pas que de la technique, mais on fait un produit pour du business. Le deuxième point, il doit embarquer ses équipes tech sur cette dernière. Donc c'est à lui de les emmener avec lui, c'est à lui de faire adhérer. Donc là, le discours qu'il va avoir, la posture qu'il va avoir, elle est hyper importante. Le troisième point, c'est savoir mettre en place une relation de confiance. Donc on revient à ce qu'il y avait sur le slide précédent. C'est voilà, je connais mes équipes, on se connaît, je suis capable de dire des choses, je suis capable d'être challengé, et idem dans l'autre sens. Et point hyper important, il est censé focaliser régulièrement ses équipes sur les engagements de release. Donc non seulement il descend la vision, mais en plus c'est lui qui rappelle régulièrement, on a quand même des deadlines, on a des choses à sortir, voilà. On n'est pas dans les temps, il n'y a pas de problème, on va trouver une solution, mais c'est lui qui refocalise régulièrement ces équipes-là. Voilà. Pourquoi je dis ça? Je vois souvent des équipes qui me disent sur un sprint, ah super sur ce sprint, on a respecté notre engagement, on a fait ce qui était prévu. Ouais, ok, mais d'un point de vue de la release, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait avancer la release? Voilà. Et des fois la réponse c'est en fait non, parce que ce sur quoi on s'était engagé finalement c'était mineur, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Je suis dans la caricature, mais c'est ça. Ça c'est 50% de la réussite de votre projet. Si ces 4 points-là en fait sont respectés. C'est ce qui va amener une énorme fluidité et
qui va amener votre équipe tech à se dire ok, on bosse sur un produit, et voilà, et on ne fait pas juste de la technique. Réussite d'un projet, c'est projet ou produit? Produit. Bah, dans le sens projet global au sens entreprise, mais oui, c'est produit, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Alors vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au milieu, vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun souci. Je reviens sur, alors je ne sais pas qui avait mis sur la personne, qui avait voté tout à l'heure sur moi je n'ai pas de PO, ça se passe très bien comme ça. Complètement. Le PO il n'est pas obligatoire au lancement d'un projet, notamment quand on a peu de moyens. On va être clair, quand on démarre, c'est quasiment impossible d'avoir un CTO, un PO, un manager, l'argent n'est pas là. Par contre, c'est vraiment important d'avoir un PO lorsque le projet et l'équipe grandissent. Je pars même du principe que quand vous êtes en train de faire une boîte qui fait un MVP et qui veut donc grossir, qui va lever de l'argent, pour moi le poste, le premier à combler, c'est le poste de product owner. Couplé avec suite product manager, si c'est possible. Voilà. Mais les gens qui vont pouvoir s'approprier le produit et le faire réaliser. Ça, c'était pour la partie product owner, pour introduire ça. Et donc maintenant, je vais parler de la communication. Alors, sur vos projets, dans vos entreprises, dans vos boîtes, vous, comment est-ce que vous définisseriez la communication qu'il y a entre vos product owners, ou votre product owner, et vos équipes de développement? Oui, oui, oui. Dites-moi, ouais. Ouais. Attends, c'est quoi, je vais même le mettre là-bas si tu veux. Hop. Je le mets là. Ok, bien. Pour ceux qui ont voté. Alors, le PO passe parfois dans les locaux, dire bonjour, il donne 2-3 infos en scène de pause. Ok. Très bien. Mais oui, ça, ouais, mais ça arrive souvent. Alors en tout cas, si vous êtes en effet les personnes qui ont voté sur la partie, le premier, la bidirectionnelle, et le PO doit amener de l'info, et bien entendu, il doit être à l'écoute de ce que l'équipe remonte, on va dire, c'est la réponse la plus appropriée. Voilà. Les personnes qui ont voté sur le dernier, oui, alors ça arrive aussi très très régulièrement, où le PO finalement n'est pas spécialement là. Quand il est là, il donne des infos en mode très informel, et là c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc le résumé de tout ça par rapport à vos votes, c'est qu'en fait la communication, elle doit être bidirectionnelle. Elle doit être dans les deux sens. Le PO, lui, il exprime ce qu'il désire, pourquoi on le fait, pourquoi on redescend la vision produit en fait. Voilà. Et en fait, ça, il la communique à son équipe, et l'équipe également, elle est censée pouvoir remonter des choses à son product owner, alors soit des difficultés techniques, des difficultés de réalisation, voire même leurs propres idées, et il est censé avoir de l'échange. C'est hyper important. Donc c'est ce que je résume là-bas. Le PO descend de l'information régulière du produit vers son équipe tech. Le PO comprend son équipe. Voilà. Et donc il est capable, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber l'information qui est remontée de son équipe. Voilà. Et il est capable de s'adapter et de prendre en compte les remontées techniques ou d'architecture. C'est pas lui qui va les résoudre, mais il doit entendre ça, il doit les comprendre, il doit les challenger. Voilà. Et après, il les remonte, il les rajoutera dans son produit, il les prendra en compte ou pas. Mais en tout cas, il est censé être à l'écoute de son équipe. Beaucoup, j'ai rencontré très régulièrement dans ma vie, et vous l'avez peut-être aussi déjà vu, hein, des PO où en fait dès qu'il y a une remontée, notamment technique de l'équipe, premier réflexe, non mais c'est trop cher, on ne fait pas. Voilà. Et en fait là, il n'y a pas d'écoute particulière. Peut-être que c'est trop cher, c'est pas le souci. Mais au moins, écouter et se dire, il y a peut-être quelque chose sous-jacent, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on creuse le sujet. Yes. Je vais entrer maintenant dans la partie, on va passer en fait toutes ces étapes-là pour montrer en fait encore une fois le lien, l'importance du PO dans les différents rituels qu'il peut y avoir. Donc là, je suis parti sur du Scrum, qui est quand même une des méthodos qui est aujourd'hui une des plus utilisées quand on fait de l'agilité. Donc je vous ai remis les grandes étapes du déroulé d'un sprint. Vous avez d'abord votre sprint planning meeting, les stand-up qu'on fait tous les jours, les sessions de refinement, j'y viendrai après, qui permettent de partager en fait le backlog entre le PO et l'équipe tech, la partie review et rétro et la partie démo. Je vous donne le fil puisqu'en fait on va passer chacune de ces réunions. Et donc on va passer par la première, le sprint planning meeting, et donc on va voir l'importance du PO en fait dans celle-ci. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le SPM, le sprint planning meeting? Est-ce que vous sauriez me dire concrètement si vous deviez alors, sans avoir la définition exacte, mais pour vous c'est quoi? Ouais. Définir l'objectif général du système. Ouais.
Non, mais à l'oral, ça marche aussi. Hein. T'as spoilé la bonne réponse. Ok. Donc en effet, on va dire la bonne réponse, enfin la réponse qui était la plus appropriée, c'est celle-ci. C'est censé être une courte réunion où il y a présentation du sprint à venir, on fixe l'objectif avec son équipe et on y va. Quelque chose que je vois encore très régulièrement, dernière mission que j'ai faite chez un client, on en était à ça. C'est-à-dire que le SPM, c'était une énorme réunion qui durait une demi-journée où à la fin tout le monde avait qu'une envie, c'était de sortir. Et d'ailleurs le SPM n'était même pas fini, ça n'avait toujours pas ce sur quoi ils allaient travailler. Voilà. Mais l'objectif c'est que ça devienne ça. Alors comment on fait pour arriver à ça justement, pour que ça soit une courte réunion qui soit efficace? Donc le sprint planning meeting, donc en effet ça sert à préparer le sprint et à lancer l'équipe dessus. Donc quel objectif on se fixe sur ce sprint? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Voilà, on y va. Donc c'est pas une réunion qui se fait à l'arrache entre guillemets, hein. C'est comme n'importe quelle réunion avec un ordre du jour, elle est préparée en amont. Et si possible avec le Scrum Master. Pourquoi? Parce que le Scrum Master, lui, il est présent au quotidien avec son équipe. Voilà. Donc si jamais il y a des questions pendant le sprint liées aux sujets qui sont abordés, le Scrum Master pourra y répondre. Donc elle est préparée avec le Scrum Master, ça c'est important. Pendant le SPM, le PO il est là, donc c'est important qu'il soit là pendant le SPM, parce qu'il va rappeler en fait la priorisation et surtout pourquoi on priorise comme ça. Pourquoi on a décidé sur ce sprint de faire telle et telle user story, telle et telle feature avant une autre. Voilà. Et donc il va l'expliquer, voilà, parce que tout ça, ça a un sens, il faut que l'équipe le comprenne. Ensemble, ils fixent ce qu'on appelle le sprint goal. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif qu'on se donne. À la fin du sprint, il faut qu'on ait réalisé ça, parce que d'un point de vue produit, ça nous amènera telle et telle expérience utilisateur, et c'est ce qu'on espère avoir. Voilà. Et, point hyper important, il est là pour répondre aux dernières questions fonctionnelles si besoin. J'ai bien dit aux dernières si besoin. C'est pas ici qu'il est censé expliquer tout, pourquoi tel US, pourquoi on l'a fait, à quoi ça sert. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des SPM qui durent très longtemps, parce que ça, en fait, ça devient la foire d'empoigne. Comme ça n'a pas été préparé en amont, les sprints n'ont pas été préparés, le backlog n'est pas prêt, et bien en fait, l'équipe avec son PO passe un temps fou lors de cette réunion, parce que là, il faut tout réexpliquer. Voilà. Donc le SPM, il est fait, super, et donc l'équipe peut démarrer. Donc ça y est, elle commence à développer, à réaliser ses fonctionnalités. Et donc tous les jours, on va pouvoir faire un petit stand-up, donc le stand-up quotidien. On explique ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce qu'on a des points de blocage, voilà. À votre avis, c'est quoi l'intérêt du product owner à venir au stand-up tous les matins? Est-ce qu'il y en a un? Je vous laisse voter. Ouais, je vois que c'est unanime, c'est très bien. Alors, en effet, c'est unanime. Alors après, est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Ben, j'espère en tout cas, parce que c'est l'objectif. En effet, donc, il faut savoir qu'il n'est pas obligé de venir, mais c'est quand même super pratique quand il est là, parce que en effet, s'il y a une petite question fonctionnelle, une ou deux, un petit critère d'acceptance, quelque chose qu'on n'a pas compris, ou on s'est rendu compte pendant le développement qu'il y avait un truc qui n'allait peut-être pas, ben, super, il est là, il peut y répondre. Et en fait, en quelques minutes, on résout le souci. Voilà. Attends, j'avais pas fini. Ouais. Voilà. Ça arrive aussi. Voilà. On le rencontre encore. Et ça, on le rencontre encore trop souvent. Donc le PO qui débarque au stand-up pour annoncer « Ah là là, on est en train de faire ça, mais là, il faut tout changer, on change complètement le sprint, ça va pas. » Voilà. Et là, il change tout. Donc là, en fait, une dynamique est complètement cassée. Alors ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, et des fois, il y a sûrement des bonnes raisons. Mais le principe, c'est surtout qu'il puisse être là pour y répondre, quoi. Voilà. Donc, en résumé, le PO et le stand-up, il n'est pas obligatoire, donc il n'est pas obligé d'y aller. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien pratique. S'il y a des petites questions fonctionnelles, il peut y répondre, il est là. Voilà. Et vraiment très important, il n'est pas là pour demander des comptes à ce moment-là aux équipes techniques.
c'est pas le moment, c'est pas l'objectif, c'est pas le but de cette réunion. Voilà. S'il y a des choses qu'il veut savoir, il veut creuser un sujet, un truc qui lui plaît pas, il a le droit, mais c'est pas ici en fait qu'on le fait. Voilà. Il pose un point à côté, on en discute, on voit ça en rétro, en review, mais pas à ce moment-là. Voilà. Partie refinement. Alors, donc ça c'est la troisième étape. Je vous rappelle, on a fait le sprint playing meeting, le sprint commence, ensuite tous les jours on a les daily, enfin le stand-up. Et pendant ce sprint, généralement, quand on est bien rodé, on fait des sessions de refinement, qu'on appelle aussi backlog grooming. Alors, est-ce que c'est un process qui est en place dans vos équipes? Je suis intéressé de savoir, en fonction de vos réponses. Oui, non, ou vous ne savez pas de quoi on parle. Ok. Donc pour ceux qui ont mis, c'est une très bonne approche, donc j'expliquerai après ce que c'est. Et pour les deux autres réponses, en effet, c'est bien d'avoir une bonne culture générale. Et je vais vous expliquer justement ce que c'est. Je vais vous faire augmenter votre culture générale. Donc le refinement, c'est quoi? C'est le moment où en fait le product owner va partager en fait ses user stories qui sont prêtes, mais qui ne sont pas encore dans un sprint pour être réalisées. Il va présenter en fait ses fonctionnalités du backlog à son équipe. On le fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il présente. Donc en fait, ça permet à l'équipe de prendre conscience longtemps avant de les réaliser de ce qui est prévu en fait dans le backlog pour le produit. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est aussi le moment où en fait chacune user story va pouvoir être explicitée, détaillée. On va pouvoir expliquer pourquoi elle est là, son contexte, à quoi elle sert, les critères d'acceptance, pourquoi on veut aller là-bas. Voilà. Donc ça permet de faire adhérer l'équipe à ce qui va être prévu, et surtout, ça permet à l'équipe de les challenger. Est-ce que l'équipe a bien compris ce qu'on voulait? Si la réponse c'est non, ils vont pouvoir poser les questions. Donc on va pouvoir affiner à ce moment-là les user stories. Le but, c'est de ressortir d'un backlog grooming où les user stories qui ont été présentées, cette fois elles sont clean. Le product owner, il est OK avec ce qui a été fait, et l'équipe aussi. Ils ont compris en fait les user stories. Ça, c'est l'avancement pour un prochain sprint planning meeting. Quand ça c'est fait correctement, quand on arrive en sprint planning meeting pour démarrer un prochain sprint, l'équipe connaît en fait ses user stories, et c'est pour ça que le sprint planning meeting est efficace et on ne perd pas de temps, parce que les gens sont au courant. Voilà. Donc le refinement, c'est une réunion, c'est bien d'en faire en fonction des fréquences, mais un rythme qui est pas mal, c'est des fois 1 heure par semaine, des fois c'est suffisant. C'est préparé en amont. C'est-à-dire que la liste des user stories qui va être présentée en fait à l'équipe, clairement le PO l'a préparée en amont, avec un sens logique. Il n'arrive pas en disant ah tiens on va faire celle-ci. Non, il l'a préparé proprement, il arrive, il maîtrise son sujet quand il est présenté à l'équipe. Le PO, il a la connaissance fine des éléments du backlog et des US. Donc, il va avoir une vision descendante auprès de l'équipe. Il va présenter en fait ce qu'il veut et l'équipe va pouvoir se l'approprier et le comprendre. Il amène donc de la compréhension et de l'adhésion. Voilà. Et, point très important, il co-construit ses fonctionnalités et il va pouvoir challenger les détails. Et donc le mot construction, il est hyper important. C'est pas le PO qui débarque avec ses US, voilà ce que vous allez faire, et c'est comme ci et comme ça, et on n'en parle plus. Non, c'est on les travaille ensemble, vous les appropriez. C'est important. Voilà. Oui, vas-y Alice. Ouais. Ah, c'est enregistré. Il est où le bouton? Tac. Il faut les maintenir appuyés. Pas de pression par ça. Du coup, lorsqu'on a une équipe technique qui est assez grande, est-ce que c'est obligatoire que tout le monde soit présent? Est-ce qu'on peut anticiper l'invitation à certaines personnes en particulier? Alors, tout est possible. Non, c'est pas obligatoire. Parce que quand vous êtes sur des grosses équipes, ce qui est intéressant, c'est que déjà les gens intéressés viennent. Alors, il y a une bonne pratique qui est pas mal, c'est que le PO, quelques jours avant, dans son invitation, il envoie en fait dans l'ordre du jour la liste des user stories en fait qu'il veut traiter. Et là, il peut très bien demander à ce que seulement les gens intéressés puissent venir. Ça fait déjà un premier... Ok, donc ça veut dire que tout le monde n'aura pas la connaissance à ce moment-là, mais au moins il y en aura une partie, et notamment les gens intéressés, donc eux, ils vont bien se l'approprier. Ça peut être une des solutions. Voilà. Mais sinon, la réponse à ta question, c'est oui et non en fait. Voilà. Tu peux faire venir tout le monde. Par contre, tu as intérêt à bien savoir timer tes réunions et à bien savoir les cadrer, parce que quand tu as 15 personnes autour de toi, ça fuse un peu dans tous les sens. Voilà. Ou sinon, là, en fait, tu peux en effet restreindre le scope. Voilà. Tu peux aussi le faire par thématique. Voilà. Si tu es sur des grosses équipes, il y a des chances que tu sois en team pizza ou si tu fais du safe par exemple. Et donc tu peux imaginer que tu as un refinement dédié à ta thématique 1, un autre refinement dans la semaine dédié à une autre thématique.
Ça, c'est aussi des choses que tu discutes avec ton équipe pour Merci. savoir ce qui est le mieux à mettre en place. Mais c'est clairement des problématiques qui se posent dans les équipes qui grandissent. Hein. Ce qui marche à 2 marche plus à 5, ce qui marche à 5 marche plus à 10, ce qui marche à 10 marche plus à 20. Donc tu es obligé de t'adapter. Les revues de sprint, review, on arrive sur la fin là, du sprint. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez la différence entre une revue de sprint, donc une review, et une rétrospective de sprint? Parce que oui, je vous l'apprends, c'est pas la même chose. Tu as distingué la revue de la démo. Distinguer la revue de la démo. Ouais. Là, on parle de la revue versus la rétro. Ouais, c'est ça. Souvent, la revue et la démo. Bah, là, tel que je l'ai présenté, en effet, tu vas voir, il y a la démo, elle arrive après. Voilà. Ok, intéressant. C'est Cédric, c'est ça? Oui, ouais. tout à fait. Pour toi, c'est quoi justement la différence, par exemple? Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta vision entre ces trois types d'événements? Enfin, ou pourquoi toi, tu mettais la revue dans la démo? Bon, d'expérience, étant développeur moi-même, j'ai participé à des projets agiles où on utilisait Scrum et du coup la revue et la démo étaient au même moment. Okay. Donc voilà, d'expérience, j'ai eu l'occasion de faire les deux en même temps. Après, pourquoi pas les différencier, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'énorme différence entre la revue et la rétro, c'est que la rétro est tournée vers l'intérieur, la revue vers l'extérieur. Okay. La revue, c'est on vient montrer l'incrément logiciel, on vient montrer un produit qui marche, un working software. La rétro, c'est l'équipe, c'est pas le même public déjà, c'est que l'équipe. Idéalement pas, non, évidemment. Ça existe aussi. Après, souvent, l'accent sur lequel moi je mettais, c'est que la revue est censée montrer la partie qui marche, la working software. On n'est pas là justement pour faire le bilan du sprint et trouver des raisons de pourquoi. Ça, c'est le but de la rétro, justement. Pour que l'équipe comprenne pourquoi éventuellement elle a merdé sur certaines parties. Mais l'intérêt de la revue, c'est qu'il y a des stakeholders et on vient leur montrer ce qui marche. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition? Ok. Donc en fait, je vais vous donner une autre vision en fait des choses. C'est qu'en fait, c'est une autre réunion que ce que tu appelles la revue, en fait, c'est la démo. Voilà. Et donc je vais vous donner, voilà. Et donc je vais vous donner une autre définition. Donc en fait, ce qu'on appelle la review, qui finalement est assez récente notamment dans les guidelines Scrum en fait. Alors je dis pas que ça date de l'année dernière, mais voilà, ça date d'il y a quelques années déjà, mais c'est en effet quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas dans les premiers trucs. Donc ce qu'on appelle la sprint review meeting, pour le coup, donc c'est une réunion en fait qui concerne l'équipe. Donc c'est le product owner avec son équipe et le Scrum Master. Voilà. Donc pareil, c'est une réunion qui est préparée en amont. En fait, c'est pour faire une review hors rétro. On va prendre des actions, on va faire un peu le bilan d'un point de vue produit de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu sur le sprint. Donc c'est le PO la prépare en amont avec son Scrum Master. Donc là encore un lien fort. Voilà. Pourquoi il la prépare ensemble? Parce que le Scrum Master a ses propres choses à remonter. Il faut que ça soit pris en compte dans la review, dans ce qui va être présenté. Le PO, son job, dans cette réunion, il va faire un récapitulatif de ce qui a été accompli et la valeur ajoutée qui a été apportée au produit par l'équipe. Donc là, clairement, on fait un bilan en interne de ce qu'on a apporté. Le SAM, lui, pendant cette réunion, il va être là pour faire un récapitulatif de ce qui a été fait, pas fait. Alors pas dans le sens bien, pas bien, voilà, mais clairement, on se fait un petit bilan. On essaie aussi de voir pourquoi. Voilà. C'est aussi à cette réunion, c'est pour ça qu'elle est hyper importante, où le PO va redonner de la vision haut niveau, il va redonner les objectifs de release, et on va montrer l'avancement de la release. Alors ce que j'appelle release, je sais très bien que sur certains produits, notamment orientés web, SaaS et autres, il y a moins la notion de release, mais on a toujours comme une notion de bloc fonctionnel. Et en fait, c'est ça en fait, que le PO va montrer, c'est l'avancement de la globalité et pas juste du sprint. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce qu'encore, c'est pour refocuser les gens de la tech sur le fait qu'ils font un produit et qu'ils ne font pas juste du dev et qu'on met en prod. Voilà. Et ça, Juan est là dans l'assemblée. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Je suis PO sur un projet en interne à Sougilis. Voilà, donc il peut confirmer, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Voilà. Et ça, c'est ce qui permet à l'équipe d'avoir
le vernis, j'ai envie de dire, produit, parce qu'en fait, l'équipe pense produit avant de penser technique. Voilà. Donc cette réunion à la review, c'est vraiment l'endroit où c'est l'équipe qui fait son bilan avec son product owner. À ce moment-là, ça reste interne et on ne prend pas spécialement d'action de rétro et autres. Par contre, on va en prendre ici. Voilà. Hop, vas-y Romain. Donc la rétro, donc ça je pense que vous êtes beaucoup par rapport à vos réponses à connaître. Donc quel est l'intérêt du PO à venir à la rétro? J'entends parfois des gens qui me disent ah non mais nous le PO il ne vient pas à la rétrospective parce que en gros c'est le chef et tout, on ne veut pas qu'il nous influence. Ouais mais la réalité, donc ça c'est-à-dire qu'il y a d'autres problèmes en amont, mais la réalité c'est que le PO, on l'a dit au début, il fait partie de l'équipe. Donc lui aussi il a son mot à dire, lui aussi il a des points à remonter et donc il a des points d'amélioration à remonter, il est aussi là pour expliquer ce qu'il estime, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et comment on s'améliore. Voilà. Donc le PO, il participe à la rétrospective, certes avec son angle, mais il participe. Et comme tout le reste de l'équipe, le but c'est de sortir, c'est de faire de l'amélioration continue, donc au sens large. Donc en fait, on améliore les sujets qui sont liés au product ownership au sens large. Donc on va prendre des actions d'amélioration qui vont être techniques, qui vont être d'ordre procédurial, qui vont parfois être d'ordre managérial, bref, peu importe. Et tout le monde participe parce que le but c'est pas d'améliorer l'équipe tech, le but c'est d'améliorer le produit. Et ça, il y en a pareil beaucoup qui l'oublient en fait. On bosse pour un produit, on améliore le produit. Et donc on arrive à la démo. Voilà. Alors justement, ça répondra peut-être, Cédric a déjà spoilé un tout petit peu, mais c'est très bien. La démo de sprint justement, vous sauriez me dire, donc je vais vous laisser marquer sur votre appli, à qui en fait elle est destinée, et pour vous, qui est-ce qui doit être le leader de cette réunion? Qui est-ce qui doit leader, animer cette démo? Ok, partie prenante, le PO, partie prenante, les clients, ok, l'équipe de dev, stakeholders, l'équipe, le dev, le PO, le client, product manager. Ok, vous avez... Alors, toutes les réponses qui ont été mises là, en fait, toutes les réponses sont bonnes. On va juste les retrier légèrement. Alors, à qui c'est destiné? Clairement, à tout le monde. On ne se met pas de limite. En fait, la démo, à la base, le but, c'est de montrer ce qui a été produit et ce qu'on a apporté en termes de valeur ajoutée au produit sur le sprint qui s'est fini ou sur 2 sprints. Tout dépend de la fréquence de vos démos. Voilà, donc bien entendu, les gens qui vont être intéressés, il y a le product manager, il va y avoir les clients, si vous en avez, s'il y a des gens qui assistent, les stakeholders, des gens dans l'entreprise qui ont un intérêt, donc les parties prenantes. Voilà, donc ça c'est la destination, c'est pour ces gens-là. Dire que la démo, elle est pour le PO ou pour l'équipe tech, on peut, mais à la base, c'est eux qui ont fait le produit, donc généralement ils savent ce qu'il y a dedans, donc ils vont plutôt la préparer, mais elle est surtout faite pour les stakeholders, les gens qui gravitent autour, qui veulent voir la valeur ajoutée qui a été produite dans le produit et comment le produit est en train d'évoluer. Et donc, qui doit être le leader de cette réunion? En fait, il n'y a qu'une réponse ici. C'est le product owner. Product owner, c'est lui le propriétaire du produit. Donc, c'est lui qui doit l'idée. C'est à lui, en fait, de montrer ce qui a été rajouté. Bien sûr, il va se faire aider de son équipe technique. Mais c'est à lui d'exprimer ce qui a été rajouté. C'est à lui de montrer les nouveaux scénarios utilisateurs, la nouvelle valeur ajoutée. C'est son produit. C'est lui le boss du truc. Donc, voilà. C'est à lui d'indiquer ce qui va être montré. Voilà. Encore une fois, après, ça peut être l'équipe tech qui réalise la démo, qui parle, qui commente, mais en tout cas, sur ce qui est montré, c'est lui. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de démos qui sont faites intégralement par l'équipe technique. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais souvent, il y a une vraie orientation technique. On montre ce qui est fait pour montrer que l'équipe a bossé, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui a été rajouté, c'est quoi maintenant les nouveaux scénarios utilisateurs qu'on a apportés au produit, qu'est-ce qu'on a couvert de plus, qu'est-ce qu'on apporte au produit. Vas-y, Cédric. J'ai l'impression qu'il y a une hypothèse un peu cachée derrière dans ce que tu dis. Ouais. Dans le sens où la démo est une forme de présentation, finalement. Avec
tout le monde regarde en gros le même écran et vérifie que, enfin, s'approprie le logiciel tel qu'il a été amélioré. Il y a des situations qui sont parfois excellentes et qui sont très différentes de ça aussi. Moi, ça m'est arrivé de travailler pour une application mobile sur plusieurs plateformes. Et on allait, en l'occurrence, on prenait le train pour aller dans une autre ville. Okay. Et la démo se passait en mettant 30 téléphones sur la table. Okay. Tous les stakeholders, tout le monde debout en mode forum. Ils prenaient les téléphones et jouaient avec. Et nous, on était là avec nos petits stylos et nos post-it. Et on collectait le feedback. Et donc, toute l'équipe, il n'y avait plus d'équipe tech, pas tech, etc. Okay. Le Scrum Master était là avec ses post-it. Il regardait ce qui se passait, il regardait les gens jouer avec l'application, etc. Donc, okay. la démo, je pense, assez classique, ça se passe comme ça, je suis tout à fait d'accord. Après, il ne faut pas hésiter à inventer des trucs encore plus vivants et encore plus directs entre l'équipe tech. Parce que ce qui me gêne un tout petit peu, c'est effectivement le PO est honneur, et il ne faut pas qu'il soit un filtre. Et non, tout à fait. L'accès direct de l'équipe tech aux stakeholders est super important. Et de voir l'équipe tech directement regarder les stakeholders jouer avec le produit, c'est super important. Et que les stakeholders voient aussi l'équipe tech, comment elle réagit. Complètement alors, complètement d'accord avec toi. Alors, je vais laisser Luc répondre. Ouais. Peut-être qu'il aura la même réponse que moi. Attends. Je sais pas. Ouais, tu peux faire passer. Non, ce que tu dis, c'est vrai que ça fait clairement partie de la vie du produit. Je ne l'ai pas exprimé là, mais je vais laisser Luc en parler. Ouais, moi, j'aime bien l'idée dans la démo de collecter du feedback. Après, dans ce que tu dis, il y a toujours plusieurs manières de faire, mais c'est aussi une démarche très orientée UX. C'est ça, ce que j'allais dire. D'aller justement tester finalement et d'aller comprendre. Donc c'est là où il n'y a pas de dogmatisme, effectivement. Il peut y avoir en fonction des situations, des revues qui sont plus institutionnelles parce que la situation l'exige par rapport à la nature des stakeholders. Et puis parfois, effectivement, on peut avoir un peu innové. Mais on se rapproche potentiellement d'une démarche UX. Donc après, comment on l'appelle, c'est toujours pareil. Tant que c'est fait, c'est intéressant, collecter le feedback. C'est ça. Et donc je rejoins Luc, en effet, là je suis plus dans une démarche institutionnelle, où toi la démo au sens tel que je l'ai écrite, peut-être que je la présente là. Par contre, pour récupérer le feedback dont tu parles, Cédric, aujourd'hui on fait notamment ce qu'on appelle des tests utilisateurs, où là en effet le principe, c'est avec des vrais clients, voilà, des gens de l'équipe, le product owner, voilà. Les laisser dérouler en fait des scénarios tout seul, voilà, et de collecter en fait le feedback. Mais pour moi c'est autre chose et c'est un autre type d'événement. Voilà. Après tu peux faire les deux en même temps. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Mais voilà. Par contre le faire, c'est juste génial de faire ça. Voilà, c'est génial de faire ça. Donc en résumé, le lien entre le PO et donc la démo. Institutionnalisant, on va dire. Donc le PO, c'est une partie prenante, hein, donc c'est son produit, donc c'est lui qui va démontrer la valeur ajoutée de son produit et donc ce qui doit être montré, voilà. C'est aussi le moment où il récupère du feedback, alors pas du feedback aussi poussé que ce que Cédric était en train d'évoquer, mais c'est quand même le moment où on récupère du petit feedback, des améliorations, voilà, et donc il va pouvoir ensuite indiquer à la team en fait ce qu'ils doivent en faire. Généralement ça finit dans le backlog, voilà. Mais réunion importante, voilà, c'est aussi une réunion qui met, je trouve, beaucoup à l'honneur l'équipe technique, puisque c'est aussi quand même le moment où on montre une partie du produit qui est finie, les fonctionnalités qui sont finies, et donc les gens peuvent vraiment voir l'utilité de ce qu'ils ont pu apporter pendant plusieurs semaines de développement, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, PO partie prenante également là-dedans. On arrive à la fin. Donc ce que je voulais vous montrer en fait, dans le résumé de tout ça, c'était dire voilà, que le PO fait partie de l'équipe. Comme vous avez pu le voir, il assiste quasiment à toutes les réunions qui sont aujourd'hui institutionnalisées, notamment dans la méthode Scrum, voilà. Que c'est un membre à part entière, c'est juste qu'il a un autre job qu'un développeur, qu'un QA, qu'un DevOps, voilà, mais il a juste un autre job, il n'est pas manager, voilà. Et pareil, donc ça c'est ma vision des choses, hein. Je considère qu'un PO qui est dans ce mode de fonctionnement-là, pour moi, c'est une des briques de la réussite de votre produit / votre projet. Et donc moi pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais, j'ai une petite question. Comment tu gères les cas où le PO il est peu dispo?
il y a plein d'entreprises où la notion métier, elle est très pointue. Et c'est des gens qui sont experts dans leur métier, mais malheureusement, ils sont assez peu dispo. Ils sont à droite, à gauche chez les clients, à les présenter, ils font du marketing, ils font plein de choses. Et finalement, ils sont assez peu dispo pour l'équipe. Donc, tu vois, dans ce que tu évoques, alors je ne vais pas vous parler de la start-up qui n'a pas de moyens et qui ne peut pas. Voilà. En tout cas, dans une boîte qui a des moyens, là, dans ce que tu exprimes, moi, j'identifierais assez vite quelqu'un qui va autant sur le terrain, comme tu le dis. Là, on a quand même plus sur une casquette PM. Tu vois, donc, business, définition du besoin, haut niveau. Voilà. Et là, ça a du sens que cette personne-là soit sur le terrain. Donc, en fait, dans cette chose-là, en fait, dans ce que tu évoques, moi, je préconiserais, tu vois, de dire, OK, il vous faut un vrai rôle de PO, donc quelqu'un qui est là, beaucoup plus proche de l'équipe. Et si vous le pouvez, voilà, embauchez ou prenez quelqu'un qui va avoir une casquette PM, dont le job, en effet, ça sera d'aller sur les salons, récupérer de l'input, en gros, construire son produit, construire sa roadmap. Voilà. Et en effet, cette personne, pour le coup, elle n'est pas présente, mais c'est pas ce qu'on lui demande, en fait. Voilà. Et par contre, avoir à côté un PO qui, lui, est là, fait le relais entre le PM et l'équipe dev, de tech, et pour faire en sorte que ça soit réalisé. Voilà. Parce que c'est souvent ça, en fait, le souci. Exact. Alors après, oui, je te l'accorde, dans les boîtes plus petites, où des fois, tu n'as pas les moyens, bon, bah là, par contre, il faut se poser, discuter, voir comment on améliore les choses. Mais normalement, le top, c'est d'avoir son PM et le PO. Je rejoins. Voilà. Moi, j'ai une question aussi. C'est sur la démo. Je suis product owner et c'est plutôt l'équipe de dev qui présente les développements et les améliorations qu'on a fait sur le produit. Et je trouve que ça a beaucoup de sens parce que justement, ça les met en valeur, ça met en valeur leur travail pendant tout le sprint. Et ça n'empêche pas que je participe, que je réponds aux questions fonctionnelles s'il y en a. Mais je ne trouve pas que ce soit ma place de Je me suis mal exprimé. Ah, ok. En fait, j'ai pas dit que c'était le PO qui présentait. Ah, ok. Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, je préfère 10 000 fois que ce soit l'équipe tech qui présente. Mais par contre, quand la démo elle est préparée en amont, je trouve que ça a bien plus de valeur que ce soit le PO qui explique en fait à l'équipe de dev, tiens, ça serait cool qu'on montre tel scénario, tel machin, parce que c'est ce qu'on avait prévu à la base. Voilà. En gros, c'est lui qui descend en fait l'information. Alors, encore une fois, en concertation avec son équipe, hein, il impose rien. Mais je trouve hyper important que ça soit sa vision PO qui se reflète dans la démo. Et par contre, ensuite, à la démo, oui, c'est l'équipe tech qui présente. Voilà. Okay. C'est ce qu'on fait. Juan, tu peux confirmer, sur Aireflex, c'est exactement ce qu'on fait en fait. Voilà. Et Juan adore présenter des trucs. Mais non, mais par contre, donc, je te rejoins complètement là-dessus. Voilà. Mais il faut qu'il y ait la patte, tu vois, le côté PO. PO, c'est ça. Ok, voilà. Ça marche. Merci. C'est peut-être parce que je suis aussi développeur, mais j'ai l'impression souvent, enfin j'ai trouvé la présentation super clean, super claire, et effectivement ça correspond bien à ce que je vis aussi. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un éléphant blanc dans la pièce. En fait, ça explique très bien. Je pense que pour des gens qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas forcément techniques, etc., qui abordent une équipe de dev qui reste essentiellement opaque, en fait, qui ne passe pas son temps sur du code, c'est très difficile de comprendre pourquoi ces gars-là, ils restent des heures devant les écrans à écrire des bidules. C'est très structurant. Et donc, ça me paraît très bien, effectivement, c'est très clair. Mais ce qui me manque, et moi je le vis en tant que dev, c'est en fait pourquoi. Il y a une raison, en fait, pourquoi on a besoin d'un PO. Il y a une vraie raison, pour moi, qui me semble toujours importante et qu'il est difficile à exprimer et que même l'équipe tech n'arrive pas toujours à exprimer. C'est que faire du logiciel, c'est assembler des mots à plusieurs. C'est con, hein, mais... Et ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et on sait à quel point les humains sont mauvais à comprendre précisément les choses quand quelqu'un d'autre exprime quelque chose. Parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a de la communication, parce qu'il y a de l'information, il y a tout ça mélangé. L'interprétation. L'interprétation, etc. Donc on sait, bon, c'est source évidemment d'infinité d'histoire et de littérature, etc. Mais au fond, à la fin, nous, on nous demande du logiciel. Et donc les mots qu'on écrit, il doit avoir un sens métier, et puis ça doit marcher, parce que c'est très facile pour un logiciel de ne pas marcher.
Et puis généralement, on met le doigt aussi bien sur les choses qui ne marchent pas. Mais au fond c'est ça. Les développeurs, ils passent leur temps à assembler des mots à plusieurs, des mots qu'eux-mêmes n'ont pas tout à fait bien compris, etc. Et donc, pour un développeur ou pour une équipe, le PO, il est essentiel dans le sens où il est l'unique source, finalement, de ce petit flux d'informations qui rappelle toujours « Non, mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est comme ça, le sens de ce mot-là, ça veut dire ça, etc. » Parce qu'en fait, un développeur, surtout, on oscille en permanence entre des moments où on parle avec les autres et des moments où on est seul dans sa tête à imaginer des choses. Et donc, c'est très très facile de se perdre. C'est très très facile d'écrire n'importe quoi. Et puis on sait très bien qu'après, la qualité du code, c'est quelque chose que nous, on paye d'autant plus. On nous le rappelle suffisamment assez. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important de rappeler ça. Le rôle du PO, il est là pour justement permettre cet assemblage lent, petit, imprécis au départ, de mots qui, à la fin, sont exécutés correctement. Exactement. C'est un parfait résumé. Et donc finalement, ça colle bien avec la presse, puisque pour arriver à ça, ici, je vous ai montré en fait toute l'importance de la participation du PO à toutes ces étapes de la vie du logiciel, de la vie d'un sprint, pour justement être capable de communiquer cette vision produit, pourquoi on fait les choses. Pour moi, pour que le PO puisse avoir aussi un peu d'empathie sur l'équipe de dev, ou simplement mieux comprendre en fait, son équipe quand on n'est pas forcément en tech ou quand on ne vient pas forcément de là, de savoir pourquoi en fait on fait tout ça. C'est vraiment permettre cet assemblage de mots avec des gens qui se comprennent généralement assez bien, mais qui sont perturbés par un paquet d'autres dimensions. Donc, ça me semble intéressant de le rappeler. Et pour les développeurs, c'est essentiel en fait. Quand il n'y a pas de PO, fait de l'over-engineering. Je te vois. Tu peux mettre les meilleurs développeurs dans une salle, à la fin, tu n'auras pas de logiciel. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est une interface importante parce que quand on parle de compréhension, c'est pas juste entre les attendus à droite à gauche, mais c'est entre les gens au-dessus et les développeurs. En général, il y a un gap gigantesque. Il y a un product manager et des développeurs, mais il y a le diamètre de la planète. Les gars, ils pensent leurs produits, ils pensent leurs clients. Alors, je parle même pas des commerciaux, c'est encore mieux. C'est pas une critique des commerciaux, ils ont leur métier. Mais c'est justement dans un monde où on est super complexe. On fait même un petit logiciel aujourd'hui, si vous partez 30 ans en arrière, c'est un logiciel vachement complexe de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et donc forcément, les gens n'ont pas vu que, en fait, on a toutes ces strates de complexité qui sont apparus. Et s'il n'y a pas des gens qui disent... Les gens sont toujours les mêmes à la fin, les individus. On leur demande d'être très pointus dans des trucs, sur des technologies hyper complexes ou des missions compliquées avec beaucoup d'interactions, etc. Le PO, ça n'est jamais que une interface qui est essentielle pour pouvoir faire du lien entre des gens qui ne se comprennent pas du tout intrinsèquement. Donc... c'est au-delà du... c'est ça, ouais. C'est bien résumé, c'est ça. Je pense que clair, le PO, il est entre le marteau et l'enclume aussi, pour pas mal de situations. C'est un métier difficile, parce que justement, il a toute une organisation qui peut faire ce qu'elle peut faire. Je ne parle même pas au sens management du terme, c'est pas du tout ça, d'exécution. Et des gens au-dessus qui vont vouloir des choses, certes réelles, mais complètement... on est attaqué, il y a GIGN qui va nous tomber dessus. Donc c'est quand même une mission importante. Au-delà même des détails du contenu, des sprints et des choses comme ça, c'est vraiment ce truc-là, cette séparation entre le dessus et le dessous. C'était bien exprimé, très bien exprimé d'ailleurs dans la présentation, c'est hyper important. Mais la raison du pourquoi que tu disais tout à l'heure est vachement importante. Pourquoi il y a cette interface ? Parce que c'est des mondes complètement différents et des gens qui travaillent différemment, qui pensent d'autres choses dans d'autres missions. Et quand un gars il fait du code, il pense pas à autre chose. C'est juste pas possible. Donc, voilà, c'était juste mon petit commentaire sur l'affaire. D'autres questions, remarques? Une remarque de Marc. Ouais, je vais rebondir sur ce qui a été dit par toi, Stéphane, et par Cédric. En fait, pour moi, le PO, en fait, tout ce qui vient d'être dit là, je me retrouve tout à fait, c'est parfaitement juste. La réalité, c'est qu'en fait, pour faire un produit, pour faire un logiciel, il y a un assemblage de métiers qui sont extrêmement différents, avec des référentiels qui n'ont rien à voir.
Moi, j'adore justement sur les devs, parce que moi, étant dev de formation, en fait, ils pensent que le commerce, c'est avoir une bagnole, j'ai la carte bleue. Et bizarrement, quand tous ces gens-là se mettent en freelance pour devenir riches plus vite et qu'ils doivent faire du commerce, ils sont en grande difficulté parce qu'ils se disent, mince, c'est pas si simple que ça. Donc en fait, tous les métiers sont légitimes, ont un rôle dans l'écosystème. Et pour moi, si on revient à l'objet de cet échange sur le PO, pour moi, le PO, en fait, il est le garant vis-à-vis du PM de la réalité d'une capacité de livraison d'un contenu fonctionnel donné, avec un niveau de qualité donné, une performance donnée à une date donnée. C'est vraiment ça ce qu'on attend. Pourquoi? Parce que le PM, il va coordonner du marketing, il va coordonner du commerce, il va aller sur le terrain, c'est ce que tu disais, Jérôme. Et en fait, tout ça, ça ne parle pas au dev. Enfin, le dev, il a en plus plein de problèmes, il a des trucs, il a aussi sa problématique. Et c'est vraiment pour moi, c'est le chaînon manquant qui va être la glu entre ces deux mondes qui n'ont, mais alors, rien à voir. Et je pense que tu l'as rappelé, le fait de rappeler tout le temps aux gens. En fait, on ne fait pas de la tech. Comme je dis, la tech ne sert à rien. C'est un outil, la tech. Vous savez, moi, j'ai eu dans mon parcours une expérience où j'ai fait de l'industrie. Je fais de l'informatique, Programme Management Institute en plus. Et je suis arrivé dans une boîte, on m'a dit, mais en fait, ton soft, on s'en fout. Parce que quand on fait un produit, on a un bureau d'études, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique. Le logiciel, c'est un item parmi 28. Donc en fait, déjà, pour l'humilité, c'est pas mal. Ça replace l'ego à son bon niveau. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que ça peut dériver très vite. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que quand on rappelle régulièrement aux gens quel est l'objectif, vu que les gens, ils s'achètent pas des ennuis, hein, en fait, ça évite une dérive qui est de 2% au départ, puis qui à la fin, qui crée des océans d'incompréhension. Généralement, dans pas mal de boîtes, des reproches, des recherches des têtes à couper. Donc je pense que ce rôle-là, il est vraiment clé. Il est vraiment clé et surtout, ça peut aussi être un appui pour des tech leads, par exemple, qui peuvent parfois perdre pied, on l'a tous connu. Complètement. Ils peuvent parfois perdre pied parce qu'il y a un tech, il arrive, il dit je vais faire du Kubernetes, c'est génial. Et en fait, il y a des choix techniques. Moi, j'ai pas dit ça je viens de me rappeler, on en avait parlé, Alexis. Mais on peut avoir des choix techniques qui sont imposés et le PO, il doit être capable de parfois d'appuyer des changements, d'influencer pour aider ces tech leads et faire en sorte qu'on ne parte pas sur de l'overspec, de l'over-architecture, de l'over tout ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est un rôle clé. Et quand on a un PO qui oublie le produit, souvent on n'a pas de produit. Oui. Voilà. Je n'ai pas fait trop long pour ceux qui me connaissent. Non, c'était bien. J'avais mis une alarme, t'as vu? Moi, juste une chose, en fait, je préciserais juste que, en fait, dans Agile, vous pouvez quasiment vous passer d'un Scrum Master, c'est-à-dire si l'équipe est rodée et qu'elle tourne correctement, vous ne pouvez pas vous passer d'un Product Owner, c'est impossible. Ouais, si on doit faire un choix, je te confirme. Ouais. Il faut se couper une jambe. Ouais.